Le livre que je présente là aujourd'hui, en fait, c'est la deuxième édition, la réédition d'un livre qu'on avait sorti déjà en 2017 aux éditions Le Retour aux Sources avec un titre un petit peu différent, puisque c'était Retour sur Maïdan, la guerre hybride de l'OTAN. Et donc bon, là en fait l'actualité, alors le livre était épuisé, il était sorti aux éditions Le Retour aux Sources. Et donc là cette année, mon nouvel éditeur, avec qui j'ai fait le suprémacisme blanc, après l'intervention militaire russe donc du 24 février, mon éditeur m'a dit écoute, il faut qu'on réédite ton bouquin de 2017 parce que là bon, c'est l'actualité qui le commande. Je dis oui, d'accord, on s'est dit bon allez, on va peut-être changer le titre parce que Retour sur Maïdan ça dit rien à personne, enfin je veux dire tout le monde a oublié ce que c'était. Une nuit d'une rare violence au cœur de Kiev. Après une manifestation pacifique de 200 000 opposants pro-européens, plusieurs centaines de protestataires se sont attaqués aux forces de l'ordre. Ils ont criblé de pavés les policiers, lancé des cocktails Molotov, ils se sont emparés de fourgons de police, ils ont incendié au moins 5 autobus. Tout a commencé lorsque ces manifestants ont tenté de franchir un cordon de policiers qui bloquait l'accès au Parlement non loin de Maïdan. Selon les services médicaux, 24 personnes ont été blessées et 3 hospitalisées. La police a chiffré à 70 le nombre de ces hommes blessés. Nous avons une place en France qui s'appelle le place de la Bastille. У нас у Франции є площа Бастилії. Où s'est constitué le peuple français. Там постав французький народ. Vous avez une place à Kiev qui s'appelle la place du Maïdan. В Києві на Майдані. Où se constitue le peuple d'Ukraine. Тут постав народ України. En revanche, on va intituler ça maintenant Ukraine, parce que maintenant tout le monde s'intéresse à l'Ukraine. C'est tout le monde, a quelque chose à dire sur l'Ukraine. Donc, en fait, d'un point de vue un peu de la psychologie du conditionnement, c'est un mot-clé maintenant. Vous dites Ukraine, tout de suite les gens. Enfin, voilà, ça y est, il commence à trembler, pris de palpitations, pour ou contre, peu importe en fait, mais bon, ça déclenche les passions aujourd'hui. Donc voilà, donc on a modifié un peu le titre, donc on a remplacé Retour sur Maïdan par tout simplement Ukraine, la guerre hybride de l'OTAN. Et en fait, finalement, en réalité, c'est le sous-titre qui compte, c'est la guerre hybride de l'OTAN. Qu'est-ce que ça veut dire la guerre hybride? Donc bon, en fait, c'est pas une invention de Montcru, c'est pas moi qui ai inventé le terme de guerre hybride, ce sont en fait les chercheurs du complexe militaro-industriel anglo-américain, en gros les intellectuels du Pentagone qui ont inventé ce terme, en fait pour qualifier une nouvelle forme de guerre, en fait bon, qui n'est pas si neuve que ça, puisque en fait c'est essentiellement une guerre qui implique les civils à part égale avec les militaires. Donc, bon, les civils ont toujours été impliqués, plus ou moins, dans toutes les guerres, finalement. Mais bon, là, en fait, il y a une implication, parfois même non intentionnelle, des civils. Enfin, je veux dire, les civils ne sont pas forcément, contactés pour signer un contrat avec le Pentagone ou avec le ministère de la Défense français. Donc, il y a en fait une militarisation inconsciente, même éventuellement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une espèce d'encadrement par de l'ingénierie sociale, c'est-à-dire en fait une transformation furtive de la société pour la radicaliser, pour en fait la militariser contre la Russie et pour l'Ukraine. Et ça se fait en réalité depuis l'hiver 2013-2014. Pourquoi je me suis intéressé à l'Ukraine et à la révolution de Maïdan, de l'Euromaïdan, c'est parce que justement je me sentais, en fait je ne voulais pas me laisser militariser à mon insu. C'est-à-dire que les médias me demandaient de soutenir les révolutionnaires pendant l'hiver 2013-2014, puisqu'il y a eu un coup d'État qui a duré 3 mois à peu près, entre novembre et février, un peu plus de 3 mois, qui avait commencé au printemps 2013 en réalité comme une révolution colorée normale avec un mouvement, un mouvement civil de type révolution orange, qui avait commencé au printemps 2013, qui s'appelait Vstavaj Ukraino, c'est-à-dire Ukraine soulève-toi, et qui commençait à faire de l'agitation dans toutes les villes de province, avec 3 individus pour animer les manifestations, les mêmes 3 individus qu'on a retrouvés sur Maïdan à partir de novembre,
hein, donc, qui là en fait ont été au centre de l'attention médiatique occidentale et mondiale. Donc il y avait le fameux Arseny Yatsenyuk, hein, donc là c'est en fait un ancien de Goldman Sachs. Un certain nombre de forces militaires de la Fédération de Russie sont déployées en Crimée. Nous ne comprenons pas la raison pour laquelle les bots russes sont sur le sol ukrainien. Ce qui s'est passé en Crimée est inconstitutionnel et ressemble à un coup d'État soutenu par le gouvernement russe et l'armée russe. Proche des réseaux Soros, qui lui-même a créé sa propre fondation Open Ukraine. Donc bon, ça fait écho à Open Society, hein, évidemment. Il y avait donc Vitaly Klitschko, bon là c'est pour le côté un peu bling-bling, un peu clinquant, c'est-à-dire c'est un champion de boxe en fait à la retraite. De l'expérience, Vitaly Klitschko n'en a pourtant aucune quand il se lance en politique. À 2 reprises, il tente de conquérir la mairie de Kiev sans succès. En 2014, lors de la révolution de Maïdan contre le gouvernement, il occupe chaque jour la place de l'indépendance aux côtés des manifestants. Pro-européen, il plaide pour un pays débarrassé de la corruption. Très vite, sa cote de popularité s'envole. En 2014, il remporte enfin la mairie de Kiev. Donc ça, bon, c'était la figure médiatique, hein, connue au niveau mondial, en tout cas par les amateurs ou les professionnels de boxe, mais éventuellement par, je dirais, le grand public, et qui lui donc était pris en charge, qui a suivi des cours pour apprendre à parler en public, hein, puisque le type est sportif a priori. C'est pas quelqu'un qui en fait vient, je dirais, d'une tradition professionnelle en quelque sorte rhétorique, hein, donc il a été pris en charge et il a suivi des formations organisées par la CDU, hein, donc le parti de Angela Merkel. Donc c'est l'homme de Berlin en quelque sorte. Hein. Et puis le troisième larron, hein, c'était Oleg Tyagnibok. Et donc là, bon, alors jusqu'à présent, qu'il y ait un ancien de Goldman Sachs, hein, à la tête d'une révolution colorée, a priori c'est logique. Qu'il y ait une figure médiatique, hein, pour en quelque sorte, comment dire ça, avoir, je dirais, la sympathie du grand public, un sportif, voilà, qui fait des publicités, qui passe dans... Bon, ça aussi, a priori c'est normal. En revanche, le personnage un peu atypique, on pourrait se dire, c'est Oleg Tyagnibok, qui est le président du parti Svoboda, qui est en fait d'obédience, hein, qui est néo-nazi, hein, pour aller vite. Hein. C'est-à-dire que bon, ils font régulièrement, tous les ans, un événement en mémoire des soldats ukrainiens intégrés dans la Waffen-SS, hein, dans la division de Galicie. Did you know that during the Second World War, some Ukrainians served in the Waffen-SS? And did you know that in smaller Ukrainian circles today, these men are being celebrated? In the years after the fall of the USSR and the independence of Ukraine, members of the pro-German Ukrainian units from World War II are being celebrated by Ukrainian nationalists. On images like these, you can see what I mean. Et puis bon, il s'en cache pas. Enfin, je rapporte un certain nombre de sources là, dans le bouquin. En fait, tous les intellectuels du parti, s'intéressent de près, hein, au pan-germanisme, au Völkisch, au mouvement Völkisch, au NSDAP. Enfin, il y a beaucoup d'historiens en fait, hein, dans ce parti, qui a des intellectuels en fait, hein, qui ont beaucoup étudié justement les années 30, l'Allemagne nazie, etc. Mais d'un point de vue laudatif, hein, c'est-à-dire c'est pas pour en faire la critique, c'est au contraire pour en quelque sorte essayer d'en produire en fait une mémoire utilisable dans le champ du nationalisme ukrainien. Alors là, dans le livre sur le suprémacisme blanc, je rapporte des sources. Enfin, je commence le chapitre consacré à l'Ukraine par une étude sur Dmytro Dontsov, qui est donc un des pères fondateurs du nationalisme ukrainien, qui est mort en 1973 au Canada où il a immigré, mais qui dans les années 1920 a produit un certain nombre de textes aussi pour dire voilà, nous devons nous associer, hein, au mouvement fasciste naissant, hein, et puis ensuite très rapidement il a commencé en fait à regarder du côté de l'Allemagne hitlérienne à partir de 1933 pour créer des liens, hein, pour se faire des amis en quelque sorte, pour se sentir plus fort face à Moscou, hein, et face donc à l'URSS.
comment dire, on ne peut pas dire que, parce qu'on entend souvent sur les plateaux de télévision, oui, mais Stepan Bandera, par exemple, qui est une grande figure du nationalisme ukrainien. Alors là, c'était pas du tout un intellectuel. Là, c'est vraiment un homme d'action pur et dur, donc un paramilitaire, terroriste. On entend souvent sur les plateaux de télé maintenant, puisque BFM TV soutient le régiment Azov. On l'a vu pendant des semaines. C'est-à-dire que BFM TV aujourd'hui prend le parti d'un mouvement paramilitaire à l'origine, intégré ensuite dans la garde nationale ukrainienne, mais qui en fait se revendique officiellement du Troisième Reich, et de la mémoire du Troisième Reich. Ces combattants désormais prisonniers faisaient partie des derniers à résister. À la sortie de l'usine Azovstal, les soldats russes essayent d'identifier ces hommes. Ils les fouillent et détaillent leurs tatouages à la recherche du moindre signe néo-nazi. Qui sont ces Ukrainiens qui se sont battus jusqu'au bout? Certains font partie du bataillon Azov, accusé d'idéologie néo-nazie. Je pense, moi, que ce sont des soldats ukrainiens qui sont restés jusqu'au bout et qui sont des patriotes avant d'être des nationalistes, des ultra-nationalistes. À l'époque, le bataillon Azov compte une centaine de membres, a quelques armes légères, mais compte tenu de sa tradition paramilitaire, mais aussi de certains membres qui ont évolué dans les mouvements hooligans, il y a une expérience de la violence, il y a une expérience du combat qui va faire la différence sur le terrain. C'est en s'appuyant sur ces emblèmes et sur des photos exhumées du passé de certains combattants que la propagande russe veut décrédibiliser les soldats ukrainiens. Dans le langage courant, l'expression « être de mauvaise foi » signifie savoir que l'on a tort sans vouloir l'admettre, refuser de reconnaître une évidence. Cela implique d'habitude qu'on sait que l'autre a bien compris notre manège. Et donc, on entend souvent dire, parfois justement sur les plateaux de BFM TV, que Stepan Bandera, en fait, ne s'est pas vraiment battu avec les Allemands, mais contre l'URSS, pour essayer de minimiser l'engagement et en fait en quelque sorte comment dire ça, le caractère d'engagement sincère, pour dire que finalement Bandera et les nationalistes ukrainiens n'étaient pas véritablement, qu'on ne peut pas les qualifier de néo-nazis aujourd'hui, parce qu'en fait, en réalité, leur fréquentation dans les années 30-40 ont été en fait véritablement beaucoup plus, je dirais, par défaut ou par rejet de l'URSS que par adhésion au programme de Hitler. Ensuite, le débat sur la naturelle du programme de Hitler, c'est encore autre chose. Toujours est-il que là, justement, dans mon bouquin sur le suprémacisme blanc, je rapporte bien que de toute façon, dès 1925, Hitler écrivait noir sur blanc dans le premier tome de Mein Kampf qu'il avait l'intention d'attaquer la Russie s'il arrivait au pouvoir. Donc là, on peut se faire une idée de la nature, en fait, vraiment profonde du programme hitlérien, au-delà de l'antisémitisme, au-delà de tout ça, parce que ça peut être finalement un peu instrumentalisé dans tous les sens, au niveau rhétorique. C'est pas ça qui est intéressant. Fondamentalement, moi, ce qui me paraît intéressant, parce que c'est finalement ce qui permet, à des néo-nazis de s'associer à l'OTAN dans un combat contre la Russie et avant contre l'URSS, c'est finalement cette espèce de front commun, justement répété et identique depuis le XIXe siècle entre les puissances occidentales et la Russie et finalement toutes les forces de procuration que les puissances occidentales vont pouvoir ramener dans leur giron pour en fait les pousser à attaquer la Russie, mais comme on va pousser des chiens de combat à s'entretuer, vous voyez. Et donc là, je suis allé en étudiant tous ces réseaux néo-nazis ukrainiens, je suis allé sur le phénomène des réseaux gladiaux, qui en fait c'est au-delà du cas ukrainien, fondamentalement c'est un livre sur les réseaux gladiaux, c'est-à-dire sur les réseaux paramilitaires et terroristes de l'OTAN, qui en réalité ne sont que les réseaux paramilitaires et terroristes des deux grands services anglo-américains, c'est-à-dire le MI6 britannique, et puis la CIA aujourd'hui et son ancêtre, l'OSS. À la fin des années 60 et jusqu'au début des années 80, des attentats meurtriers ébranlent l'Italie. La bombe qui a explosé dans cette banque fait 16 morts et 88 blessés. Les responsables,
des néo-fascistes italiens. Quelques années plus tard, 3 policiers sont tués par une bombe placée dans leur véhicule. Là encore, des néo-fascistes étaient à l'œuvre. Août 1980. Cette série d'attentats atteint son paroxysme. Une bombe de grande puissance explose dans la salle d'attente de la gare de Bologne. Une aile du bâtiment s'écroule et on dénombre 85 victimes dans les ruines. Jamais dans l'Europe d'après-guerre, il n'y avait eu autant de morts lors d'un attentat. En septembre de la même année, à la fête de la bière à Munich, on déplore 13 morts et plus de 200 blessés après l'explosion d'une bombe. C'est l'attentat le plus meurtrier de l'histoire de la République fédérale. En quoi ces attentats se ressemblent-ils? Existerait-il un lien entre eux? À chaque fois, les groupes d'extrême gauche sont montrés du doigt les premiers. Les Brigades rouges en Italie et la fraction armée rouge en Allemagne de l'Ouest. Mais en réalité, les responsables appartiennent au milieu d'extrême droite. Et détail troublant, ils ont fait usage d'explosifs militaires. Lorsqu'on remonte la piste de ces attentats sanglants, on se heurte de manière répétée à une organisation paramilitaire secrète en Europe de l'Ouest, pilotée au début par l'OTAN et les services secrets de chaque pays, en dehors de tout contrôle parlementaire. Son nom, réseau Stay Behind, ou Gladio, le glaive en italien. C'est-à-dire qu'en fait, bon, à partir de 1945, c'est vrai que en fait, le centre du pouvoir anglo-américain a migré en quelque sorte. Hein. Ce n'était plus Londres, c'est devenu la côte est des États-Unis entre New York et Washington. Donc les réseaux Gladio, c'est quoi fondamentalement? Parce que bon, quand on étudie un peu le parcours de Stepan Bandera, on se rend compte qu'en réalité, bon, finalement, son engagement nazi, ou je sais pas comment dire, ou national-socialiste, en fait, effectivement, était assez superficiel, puisque en fait, en réalité, il a été repéré par les Allemands et par les services de renseignement de Hitler dès les années 30, mais aussi il a été repéré également par le MI6 britannique. Pourquoi? Parce que tout ce petit monde convergeait justement sur une cible commune, hein, qui s'appelle Moscou. Voilà. Et en fait, il faut bien comprendre quelque chose en géopolitique, c'est que la nature du régime en place à Moscou n'a en réalité aucune importance. Depuis le 19e siècle, en fait, c'est ce que les géopolitologues appellent le grand jeu. Il y a un rapport de force, hein, structurant entre Londres et Moscou au 19e siècle. Bon, maintenant, c'est presque, quelque part, rien n'a changé, parce qu'on voit bien que Boris Johnson, là, bon, avant de se faire virer, bon, a été l'un des premiers, un des premiers fauteurs de guerre, hein, là depuis plusieurs semaines. Donc en fait, bon, les Britanniques sont beaucoup plus discrets que les Américains. Hein, je veux dire, bon, c'est une question de mentalité, une question de culture. Hein, c'est-à-dire que les Américains sont vraiment dans le spectacle. Donc même leurs services secrets, ils les mettent en scène. Hein, Hollywood passe son temps à produire des films sur la CIA. Ça n'arrête pas. Sur la CIA ou sur les forces spéciales américaines. Donc les Américains sont très exhibitionnistes, y compris sur leur état profond et sur leur complexe militaro-industriel. Les Britanniques sont beaucoup plus discrets. Mais ils sont en Ukraine depuis 2014 aussi, hein, depuis l'annexion, depuis donc la révolution de l'Euromaïdan, qui en fait a tout simplement réalisé une annexion de l'Ukraine par l'OTAN. Et par en fait les structures euro-atlantistes, hein, pour être plus inclusif, je dirais, c'est-à-dire en fait l'Union européenne et l'OTAN. Donc cette annexion, parce qu'on parle de l'annexion de la Crimée par la Russie, mais en réalité il y a déjà eu une annexion de l'Ukraine tout entière par le régime de Bruxelles en fait, et qui a ensuite induit une réaction de la Crimée et du Donbass. C'est-à-dire qu'en fait, s'il n'y avait pas eu ce putsch là pendant l'hiver 2014, en réalité, la Crimée et le Donbass seraient toujours en Ukraine aujourd'hui. Il n'y aurait jamais eu de guerre civile en 2014, il n'y aurait jamais eu d'intervention militaire russe le 24 février 2022. Donc en fait, toute la situation actuelle, en réalité, si on remonte la chaîne causale, en fait, historique, la chaîne des causes et des effets, on arrive en 2014. Mais 2014, c'est-à-dire le putsch et ses conséquences, en fait, c'est déjà une conséquence de la révolution orange,
qui est en fait la première révolution colorée en Ukraine, qui elle-même est également une conséquence de la chute du communisme. Puisque, comme le dit Soros, je rapporte la source dans le bouquin, comme il le dit sur un plateau de télé, comme il le disait au printemps 2014, ma fondation est en Ukraine depuis les années 80. Donc avant même la chute du communisme. Donc Soros a participé à la chute du communisme en réalité, parce que s'il a créé en fait une tête de pont là, de l'Open Society en Ukraine soviétique, bon, c'était évidemment pour miner le régime, on s'en doute, quoi. C'est pas pour autre chose. Donc en fait, la situation actuelle est une conséquence directe de la chute de l'URSS, de la dissolution de l'URSS, ce qui a permis effectivement aux structures euro-atlantistes de se jeter sur les restes de l'URSS et du bloc de l'Est, c'est-à-dire les pays satellites, qui n'étaient pas tous inclus dans l'URSS. Donc là en fait si on parle un petit peu de communication stratégique, ça c'est quelque chose que je vous conseille de faire justement d'un point de vue de la militarisation ou de la contre-militarisation de la société. C'est-à-dire que si vous voulez finalement faire participer vous-même à la guerre contre le mondialisme, en fait vous devez, si vous commencez à parler en fait avec qui que ce soit de ce qui se passe en Ukraine, il faut toujours rappeler que la situation actuelle est une conséquence directe de 2014. Après, remonter plus loin, c'est trop compliqué, à mon avis, pour expliquer ça rapidement. Mais au moins 2014. Et que toujours rappeler que s'il n'y avait pas eu ce coup d'État, là j'entendais ce matin à l'hôtel, à la télé, Hélène Carrère d'Ancos, qui était invitée, grande spécialiste de la Russie. En fait, elle est nulle, mais nulle à chier. C'est-à-dire je l'ai entendu parler pendant 30 minutes, pas un mot sur le coup d'État, sur l'Euromaïdan. Pas un mot. Donc là, elle est dans la falsification historique totale. Après, elle peut vous parler effectivement pendant des heures, des erreurs de l'économie planifiée socialiste, etc. Mais on s'en fout, ça n'a plus aucune importance aujourd'hui, tout ça. Non, là aujourd'hui, on invite Hélène Carrère d'Ancos de l'Académie française, parce que c'est pour chercher des arguments d'autorité. Si elle le dit en tant que spécialiste de la Russie et de l'URSS, et que c'est que c'est vrai, forcément. Le problème c'est que c'est une faussaire, c'est une faussaire. Elle pratique le mensonge par omission. C'est-à-dire qu'en réalité, en fait, alors là, c'est vraiment des techniques de com, en fait. C'est-à-dire que rien de ce qu'elle dit n'est faux, mais elle omet volontairement tout ce qui est fondamental. Et mais bon, j'ai vraiment écouté attentivement. Là, je me suis dit, tiens, ils invitent quelqu'un d'intéressant. Là, il y a peut-être des choses qui vont, des vérités qui vont surgir. Rien du tout. Et si vous regardez bien, depuis plus d'un mois maintenant, je suis en tournée promotionnelle pour le bouquin, donc je passe beaucoup de temps à l'hôtel, et donc je regarde beaucoup la télé, parce que j'ai pas la télé chez moi, mais là je me fais une cure en quelque sorte de rattrapage, et c'est fou, mais bon, alors je regarde beaucoup les chaînes de télé d'information en continu, quasiment personne ne parle du coup d'État ou de la révolution, évidemment. En fonction de la connotation que vous voulez donner à l'événement, vous allez parler de coup d'État ou de révolution. Mais en fait, c'est comme s'il ne s'était rien passé, parce que personne n'en parle, ni en positif ni en négatif. Donc là, on est vraiment dans une réécriture de l'histoire, en fait, et avec un énorme trou noir là, en fait, qui est béant, et qui s'appelle l'Euromaïdan ou la révolution de la dignité. L'événement a eu plusieurs noms. Donc à partir de cet événement, j'ai commencé à m'y intéresser là en février 2014, et donc quand on tire le fil, il y a toute la bobine qui vient, et donc j'ai reconstitué tout le fil justement, en fait, de la militarisation globale de nos sociétés, sous le pilotage du complexe militaro-industriel anglo-américain pour l'essentiel, mais allemand également, et français plus ou moins à la marge. Et en fait, c'est-à-dire ce qu'on appelle les réseaux gladiaux, c'est-à-dire les réseaux paramilitaires et terroristes, oui certes, mais pas que, parce qu'en fait, en réalité, l'essentiel des réseaux gladiaux aujourd'hui est dans les médias, et puis dans les universités, pour écrire aussi une histoire alternative des événements,
en omettant soigneusement tout ce qui risquerait de faire comprendre que effectivement la situation n'est pas entièrement la faute de la Russie, voire pas du tout, et que la Russie en fait est purement réactive dans cette affaire. C'est-à-dire qu'elle a toujours un coup de retard, parce que tout simplement il y a un certain nombre de choses qu'ils ne maîtrisent pas, donc bon, enfin voilà, la Russie en fait se défend avec ses outils habituels, qui sont pas très très subtils en réalité, c'est-à-dire finalement des opérations militaires conventionnelles. Parce que là, ce qui se passe depuis le 24 février, c'est un truc de bourrin. Enfin, genre, on est d'accord, c'est pas du tout subtil. On envoie les blindés et l'artillerie lourde, quoi. Donc il y a vraiment aucune... on n'est pas justement dans la furtivité, là. On n'est pas dans le camouflage, on n'est pas dans l'ingénierie sociale. Là, on est dans les opérations militaires conventionnelles, c'est-à-dire en fait un conflit symétrique. On n'est pas dans la guérilla, dans et la manipulation. Les Russes disent absolument, quasiment tout ce qu'ils ont l'intention de faire, et c'est annoncé à l'avance, etc. Не пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Donc là, bon, on est vraiment finalement un retour du réel, on pourrait dire ça comme ça, avec effectivement un retour, le réel, d'après la définition de Jacques Lacan, le réel c'est quand on se cogne, donc c'est en gros ce qui nous fait sortir justement en fait des fantasmes ou de l'imaginaire. On pourrait rajouter le réel, c'est quand ça cogne. Voilà, bon, là en l'occurrence, l'armée russe, provoque un singulier retour du réel dans le monde occidental. Alors bon, les gens un peu militants ou un peu structurés, donc c'est-à-dire un peu eux-mêmes militarisés dans leur tête, finalement ne sont pas très étonnés. On n'est pas très déstabilisés. Moi, je savais que de toute façon, il y aurait, que ça allait exploser en Ukraine un jour ou l'autre. C'est pour ça que je me suis attaché. Honnêtement, avant 2014, je ne pensais pas m'intéresser à la géopolitique à ce point. C'était pas un sujet, c'est pas mon sujet de primordial, de prédilection. Moi, mon truc, c'est plutôt l'ingénierie sociale, c'est-à-dire en fait la psychologie, la philosophie, ou bref. Donc, je me suis forcé un peu à m'intéresser à la géopolitique parce que j'ai tout de suite compris que assez rapidement, et j'ai compris intuitivement que là, en fait, ce qui se passait en Ukraine, là pendant le coup d'État, était fondateur, que ce n'était que le début des ennuis, et que là, c'était le point de départ d'une opération Barbarossa numéro 2, en fait. Alors, j'en ai discuté une fois avec Yvan Blot, vous vous souvenez probablement qui est mort en 2019. Polémia, vous le connaissez évidemment, oui. Donc, et alors j'avais discuté avec lui au forum de Chisinau, là, qui avait été organisé à l'initiative de Yuri Rochka. Donc j'ai rencontré Yvan Blot à ce moment-là. Et puis on était dans l'ambiance, donc on discutait au resto, etc. Et il m'a dit oui, mais bon, je sais que effectivement l'OTAN prépare une opération Barbarossa numéro 2. Et en fait, la condition sine qua non pour pouvoir attaquer. Alors l'opération Barbarossa, vous vous souvenez, c'est le nom de l'opération que Hitler a lancée contre l'URSS en 1941, donc en rupture du pacte de non-agression. Dès les premiers mois de 1941, le Führer tourne en rond dans sa retraite des Alpes bavaroises. Il prépare son prochain méfait, l'opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique. Ces forces, soigneusement rééquipées, ont été redéployées à l'Est. Elles sont prêtes pour le grand assaut. L'offensive se déploie sur 3 axes. Au nord, un corps d'armée doit envahir les États baltes et s'emparer de Leningrad. Au centre, un autre corps d'armée doit progresser vers Moscou. Le troisième, situé au sud, doit occuper l'Ukraine. Dans certaines régions, les Allemands sont accueillis en libérateurs. C'est particulièrement le cas en Ukraine, où le sentiment anti-russe est très fort.
Donc il y a une opération Barbarossa numéro 2, c'est-à-dire une attaque de la Russie directement sur ses frontières par des armées occidentales, était en préparation, et la condition sine qua non pour ça, c'était l'annexion de l'Ukraine, justement, pour tout simplement se rapprocher des frontières physiques de la Russie. Sans l'annexion de l'Ukraine, c'est pas possible. Donc là, c'était réalisé, donc voilà, le job était, une bonne partie du travail était déjà faite, et juste, je termine la phrase, le problème, c'était le Donbass, voilà, qui, en quelque sorte, était un foyer, on pourrait dire, un peu chaotique, au cœur même de l'Ukraine. Donc il fallait déjà faire une purge ethnique des habitants du Donbass. En fait, ça c'est ce qui était aussi dans les cartons. Donc le fondateur du régiment Azov, Andriy Biletsky, l'a dit sur un plateau de télé en 2019, je rapporte la source là-dedans. Tout ce que je dis est sourcé, 100% ou 99%. Quoi. Après, parfois, évidemment, en fin de chapitre, je m'autorise à formuler des hypothèses. Donc là, bon, je dis ce que je pense ou ce que j'anticipe. Et donc, voilà, et comment dire, donc voilà, donc là, il y avait effectivement une opération de purge ethnique des russophones du Donbass qui était préméditée et qui allait s'appliquer. Et ensuite, bon, une fois que le pays aurait été en quelque sorte pacifié, là, il devenait possible d'attaquer la Russie directement sur ses frontières. Oui. La question c'était pourquoi ils avaient besoin de l'Ukraine, parce qu'il y a la Pologne, la Lituanie, il y en a plein d'autres de l'OTAN, pourquoi ils ne pouvaient pas attaquer par là? Alors ça c'est pour justement réaliser l'Intermarium. Alors l'Intermarium c'est un concept inventé par un grand homme d'État polonais, Józef Pilsudski, qui n'est pas très connu en France, mais bon, en fait c'est le De Gaulle, le De Gaulle polonais en quelque sorte, ou c'est le Churchill polonais, voilà, c'est l'homme central de la politique, de la géopolitique polonaise au XXe siècle. Il a des statues, des ronds-points, enfin dans les ronds-points, etc. Voilà. Et donc il avait théorisé, il avait sa propre théorie géopolitique, il appelait ça l'Intermarium. C'est-à-dire en fait la fusion politique en fait des pays situés entre la mer Baltique et la mer Noire. Donc c'est essentiellement la Pologne et l'Ukraine. Après il y a plusieurs versions de l'Intermarium. En fait ça peut intégrer aussi les États baltes. Voilà, ça peut aussi intégrer. Et en fait alors, il y a la version, c'est la Fédération des Trois Mers, et là qui va jusqu'en Adriatique, donc qui inclurait aussi l'ex-Yougoslavie par exemple. Donc c'est en fait une sorte et puis alors le deuxième axe de la pensée de Pilsudski, qui n'était pas uniquement un militaire et un politicien, mais qui était aussi un penseur de la géopolitique, c'était le prométhéisme. Il a donné son nom. Alors le prométhéisme d'après, évidemment la figure mythologique de Prométhée, mais je ne sais pas pourquoi exactement. Alors je soupçonne, parce que il avait des liens avec la franc-maçonnerie de son temps, je soupçonne que effectivement, en gros, les francs-maçons polonais, alors lui-même n'était pas franc-maçon, mais il avait des liens, comme souvent d'ailleurs, je veux dire, il y a des hommes politiques comme ça qui sont en quelque sorte, qui ont une garde rapprochée et qui pèsent sur leurs idées sans apparaître en quelque sorte. Et donc le prométhéisme vient peut-être effectivement de ses liens avec la franc-maçonnerie polonaise, notamment les bénébérites, donc la franc-maçonnerie juive. Et en fait, parce que dans son idée, alors certes c'était un conservateur, mais à l'époque il était quand même considéré comme de gauche ou socialiste. Donc avec l'idée que l'empire tsariste était un empire réactionnaire. Mais c'est là où je vous dis qu'en réalité il faut oublier la nature des régimes qui sont en place à Moscou, parce qu'il aurait pu finalement voir favorablement l'arrivée de l'URSS, puisqu'il a connu le tsarisme et l'URSS. Eh ben non. Même avec des socialistes en quelque sorte au pouvoir à Moscou, ça n'allait toujours pas. Donc on voit bien que le problème fondamentalement des anti-russes, c'est pas la nature du régime, quelle qu'elle soit, en fait, en réalité ça va jamais. En fait, finalement les Occidentaux ne tolèrent la Russie que quand elle est à moitié morte, c'est-à-dire ce qui se passait sous Yeltsin. Mais dans la mesure où elle est forte, et sous l'URSS, en tout cas, sous le communisme, elle était forte. Ça n'allait pas. Maintenant, quand Poutine relève la Russie dans une forme qu'on pourrait appeler une forme de libéralisme conservateur, libéral en économie mais conservateur au niveau des mœurs, c'est un peu le François Fillon russe, quoi, Poutine. Non, mais c'est vrai, on voit c'est cette famille de pensée, quoi, en fait. Eh ben, ça va pas non plus. Voilà.
Pourquoi ? Parce que soit il est trop libéral, etc. Enfin, c'est que des prétextes en réalité. Donc, et voilà. Et donc Pilsudski, donc les deux axes de sa pensée anti-russe, en fait, c'était donc l'intermarium pour créer en fait un front uni pour ensuite faire réaliser le containment, hein, c'est-à-dire en fait l'encerclement de la Russie, là au niveau de l'Europe de l'Est, et le prométhéisme. Alors c'était quoi ? Ça consistait en fait à soutenir toutes les revendications d'indépendance régionale ou nationale en Russie pour la faire éclater de l'intérieur. Voilà. Ce qui est un truc classique, hein, c'est diviser pour régner, etc. Et mais il n'a pas été le seul en fait à conceptualiser ça. Il y avait aussi Gerhard von Mende, donc qui lui était un ministre de Hitler et qui lui aussi a essayé d'exciter en quelque sorte en fait les musulmans des républiques soviétiques pour qu'elles demandent leur indépendance. Pour en quelque sorte affaiblir l'autorité centrale de Moscou. Parce que quand on a affaire effectivement à un pays centralisé, enfin qui fait 12 fuseaux horaires, mais malgré tout qui fonctionne de manière centralisée, en face vous avez un problème. Enfin, puisque c'est une espèce de monstre géopolitique. Enfin, la Russie, faut se représenter. On parle c'est l'empire, c'est un empire terrestre effectivement. Hein. On peut dire de la Russie ce qu'on dit de l'empire britannique. Hein, c'est l'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais, puisque ça fait la moitié de la planète, enfin sur le est-ouest. Quoi. Et alors les réseaux gladiaux, justement, donc en fait, ont commencé à être constitués dans les années 30, alors en utilisant donc les anti-russes ukrainiens, hein, c'est-à-dire Stepan Bandera notamment, qui ensuite donc a été donc pendant la guerre froide. Lui et tous les anciens nazis, tous les anciens fascistes issus du régime mussolinien ont été reversés en fait dans les structures de l'OTAN, dans les structures et de l'Union européenne. Et en fait avec donc des sortes de cohabitation un peu bizarroïdes en fait, entre effectivement parce que en fait là qu'est-ce qui fait le dénominateur commun de tout ça, c'est uniquement la fixation sur une cible commune, en l'occurrence Moscou. Mais c'est-à-dire qu'en fait les réseaux gladiaux, c'est-à-dire les réseaux d'action clandestine de l'OTAN, c'est-à-dire la CIA et du MI6, donc en fait il y a la dimension paramilitaire et terroriste, bien connue, hein, dans les années 70-80, c'est essentiellement en Italie et en Belgique qu'il y a eu un certain nombre de faits divers, mais il y a aussi en fait tous les civils militarisés, hein, c'est-à-dire les journalistes sur les plateaux de télévision qui travaillent en fait à fabriquer le consentement des populations à des guerres diverses, hein, et variées, à des guerres d'agression ou à des opérations ou à des opérations de type révolution colorée. Et en fait, ces réseaux gladiaux piochent dans trois viviers principaux, hein, c'est-à-dire donc l'extrême droite, hein, depuis les années 30, plus ou moins issus du Troisième Reich ou de l'Italie mussolinienne, ou plus ou moins satellisés autour, hein, comme donc les nazis ukrainiens, les musulmans. Donc, selon les vues, les perspectives de Gerhard von Mende, donc ministre de Hitler, ou de Pilsudski, quand il fallait par exemple essayer de provoquer des soulèvements chez les Tatars de Crimée par exemple, ou en Biélorussie, parce qu'en fait il y a des musulmans tatars, hein, en Biélorussie, en Pologne, quand on voyage un petit peu dans l'est de la Pologne, on les voit. Et toutes les minorités peuvent être utilisées en fait pour commencer en fait à déconstruire, hein, les unités nationales. Et puis le troisième vivier de recrutement des réseaux gladiaux, c'est l'extrême gauche. Hein, donc là on tombe régulièrement sur des recruteurs, hein, moi j'ai quelqu'un dans ma famille, hein, je vais pas, puisque c'est filmé, je vais pas, s'il regarde la vidéo, ça va le mettre mal à l'aise, donc je vais pas, trop en dire. Mais on tombe régulièrement. En fait, on sait qu'il y a des filières de recrutement depuis la France, depuis l'Europe occidentale, pour aller faire la guerre à la Russie en Ukraine, et qui mobilisent des gens d'extrême gauche aussi. Il y a tout un tas de gauchistes, et aussi en Syrie, puisqu'en réalité l'Ukraine et la Syrie sont en fait finalement la même guerre en deux parties. Donc je voulais juste en fait vous lire un petit passage là justement là en fait assez stupéfiant, très intéressant là, notamment concernant en fait un texte
donc qui est paru sur les sites en fait anarcho-libertaires le 15 février 2022 en préparation finalement de la guerre, hein, enfin pour essayer de commencer de recruter des jeunes d'ultra-gauche. Donc c'est en fait un texte qui a fait le tour, hein, vraiment des sites anarcho-libertaires français, mais encore avant anglophones, parce que ça vient en fait du monde anglophone. Alors je vous lis et puis après effectivement j'arrêterai de parler. Donc voilà, c'est un extrait. Donc voilà, ça ce sont en fait des anarcho-libertaires en fait qui rapportent en fait leur engagement depuis 2014 en Ukraine. Et vous allez voir qu'il n'y a pas que des néo-nazis. Alors je vous lis le texte. En raison de l'absence d'une organisation massive en 2014, les premiers volontaires anarchistes et antifascistes sont partis à la guerre individuellement en tant que combattants isolés, médecins militaires et volontaires. Ils ont essayé de former leur propre escouade, mais en raison du manque de connaissances et de ressources, cette tentative a échoué. Certains ont même rejoint le bataillon Azov et l'UN, c'est-à-dire l'organisation des nationalistes ukrainiens, qui est en fait le premier parti historique des nazis ukrainiens, fondé par Stepan Bandera. Donc les raisons étaient banales. Ils rejoignaient les troupes les plus accessibles. Par conséquent, certaines personnes se sont converties à la politique de droite. Et hop, c'est fait. Alors, non mais vous voyez en fait qu'en réalité les idées c'est pas les idées qui sont le moteur de l'histoire. Fondamentalement, c'est en fait le potentiel d'action concrète, hein, le potentiel organisationnel concret. Hein, donc on voit bien que l'infrastructure, là c'est un peu marxiste, c'est-à-dire qu'effectivement les idées ne sont qu'une superstructure. Et en fait, qu'est-ce qui surdétermine les idées? C'est l'infrastructure économique qui, elle, permet l'organisation concrète des choses. Donc là, en l'occurrence, les nazis ukrainiens étaient mieux organisés que les anarcho-antifascistes français qui voulaient rejoindre l'Ukraine, et finalement ils ont été absorbés par les gens qui étaient les mieux organisés. Alors je termine. Les anarchistes d'Ukraine, de Biélorussie et de Russie soutiennent pour la plupart, directement ou implicitement, l'indépendance de l'Ukraine. Alors pareil, il faut toujours rappeler que oui, l'Ukraine a été indépendante jusqu'en 2014. Oui. Elle était indépendante. Donc c'est pas un problème. Tout le monde est pour l'indépendance de l'Ukraine. Mais justement, donc il faudrait peut-être à ce moment-là, si on est pour l'indépendance de l'Ukraine, rétablir le statu quo ante, hein, rembobiner la cassette en 2013, jusqu'en 2013. Donc les anarchistes d'Ukraine, de Biélorussie et de Russie soutiennent l'indépendance de l'Ukraine. La raison en est que même avec toute l'hystérie nationale, la corruption et un grand nombre de nazis, donc ils le reconnaissent, hein, comparé à la Russie et aux pays qu'elle contrôle, l'Ukraine ressemble à un îlot de liberté. Ce pays conserve des phénomènes uniques dans la région post-soviétique, tels que la remplaçabilité du président, un parlement qui a plus qu'un pouvoir nominal, et le droit de réunion pacifique. Mais comme si ça n'existait pas en Russie ou en Biélorussie. Enfin, dans certains cas, compte tenu de l'attention supplémentaire de la société, les tribunaux fonctionnent même parfois selon le protocole prévu. Ils s'étonnent, dire que cette situation est préférable à celle de la Russie n'a rien de nouveau. Comme l'écrivait Bakounine, nous sommes fermement convaincus que la République la plus imparfaite est 1000 fois meilleure que la monarchie la plus éclairée. Sous-entendu, en Russie c'est une monarchie. C'est ça en fait, hein, l'usage qui est fait de cette citation de Bakounine, c'est pour dire que il vaut mieux la République d'Ukraine, même infestée par des nazis, et par des réseaux Soros, que une monarchie éclairée, sous-entendu la Russie. Mais la Russie n'est absolument pas une monarchie éclairée, c'est juste une république, parlementaire, président, non, c'est un modèle, c'est présidentiel je crois. Ouais. Mais bon, bref, de toute façon, ça fonctionne sur le principe du scrutin, puis les élections. Ensuite, alors, il existe de nombreux problèmes à l'intérieur de l'Ukraine, mais ces problèmes ont plus de chances d'être résolus sans l'intervention de la Russie. Bon, cela vaut-il la peine de combattre les troupes russes en cas d'invasion? Nous pensons que la réponse est oui. Les options que les anarchistes ukrainiens envisagent à l'heure actuelle comprennent l'adhésion aux forces armées de l'Ukraine, l'engagement dans la défense du territoire, l'engagement partisan et le volontariat. Une éventuelle invasion russe oblige le peuple ukrainien à chercher des alliés dans la lutte contre Moscou. Pas sur les réseaux sociaux, mais dans le monde réel. Les anarchistes ne disposent pas de ressources suffisantes en Ukraine ou ailleurs pour répondre efficacement à l'invasion du régime de Poutine. Il faut donc penser à accepter le soutien de l'OTAN. Et voilà.
Et là, vous avez réalisé la coagulation de tous les réseaux gladiaux, c'est-à-dire, alors évidemment les nazis, eux, étaient déjà acquis à la cause, en quelque sorte. Là, vous avez donc la composante d'extrême gauche. Ce genre de texte a pour fonction de réaliser justement cette jonction, cette solidarité, cette coagulation entre donc les réseaux de l'OTAN d'extrême gauche, les réseaux de l'OTAN d'extrême droite. Il ne manque que donc les djihadistes, là qui se sont fait massacrer en Syrie, donc on n'en parle plus trop. Mais si vous lisez mon bouquin, donc je fais le chapitre 10 en fait, où je fais les parallèles justement entre la situation syrienne et la situation ukrainienne, et je rapporte des sources en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment en fait des allers-retours permanents entre donc des islamistes, des djihadistes ukrainiens qui sont partis en Syrie, qui sont revenus en Ukraine, des Syriens ou en fait des Tchétchènes, mais bon, anti-russes, donc pas ceux de Kadyrov, ou alors tout simplement, ou des gens d'Arabie Saoudite ou de France ou du Maghreb qui sont partis en Syrie, qui ensuite sont allés en Ukraine, etc. Il y a une espèce de mercato là généralisé du terrorisme, et tout ça se déroule évidemment, et je rapporte les sources, sous l'œil des services de renseignement, qui laissent faire la plupart du temps, au minimum qu'ils laissent faire, voire qu'ils organisent. Alors évidemment, ils vous diront jamais qu'ils organisent. Mais bon, moi je peux vous dire, je suis allé en Syrie en 2019, avec des gens que vous connaissez, dont Youssef Indy par exemple, ou Jean-Michel Vernochet. On était un petit groupe de 10 personnes. On a rencontré le numéro 2 du Parti Basse, qui nous a dit, notre problème fondamentalement, c'est pas les djihadistes, parce que en fait, ça reste des amateurs. Mais c'est comme le régiment Azov, ce sont des amateurs fondamentalement. Et donc il nous dit, voilà, donc notre problème c'est pas les djihadistes qui en fait ne savent pas se battre en réalité. Non, notre problème ce sont les officiers occidentaux qui encadrent les djihadistes. Exactement comme ce qui se passe en Ukraine, parce qu'en réalité le régiment Azov est juste capable d'attaquer des civils. Fondamentalement. En revanche, le problème, c'est tous les instructeurs étrangers, tous les instructeurs de l'OTAN, qui depuis 2014 sont venus encadrer les bataillons néo-nazis, qui en fait sont armés jusqu'aux dents et puis qui font du MMA ou des sports de combat. Donc ils sont parfaitement capables de péter la gueule à 10 contre 1 aux civils. Aux civils critiques du régime, comme le font les djihadistes en Syrie. Voilà, à 10 contre 1, sous Captagon, ça, il n'y a aucun problème. Ça, ils peuvent le faire. En revanche, face à une armée professionnelle, et en plus, patriote, mais au sens où elle n'a plus rien à perdre. Parce que, si elle perd tout. Donc en fait, face à des gens qui savent qu'ils ont raison, que ce soit l'armée syrienne ou l'armée russe, en fait, déjà, ils n'ont pas le moral, en fait, et puis surtout, ils n'ont pas la détermination. Et donc il faut absolument les encadrer et surtout en fait les noyer sous les dollars et sous les dollars et donc les opérations psychologiques dont le champ de bataille aujourd'hui est essentiellement les médias. C'est-à-dire en fait que le régiment Azov sans le soutien de BFM TV c'est plus grand chose. Je synthétise, je résume, mais c'est comme ça que ça marche fondamentalement. Et pareil, si vous vous souvenez, moi ça m'avait frappé parce que je vis en région parisienne, mais quand Alep a été libéré en décembre 2016, Anne Hidalgo a donné l'ordre d'éteindre la tour Eiffel en signe de soutien, en signe de deuil, quoi. Ce soir, elle ne s'est pas illuminée, la tour Eiffel est restée éteinte, une manière pour la maire de Paris Anne Hidalgo de soutenir les habitants d'Alep. Alep, où la situation reste confuse, de nouveaux bombardements ont empêché aujourd'hui l'évacuation de populations civiles. Non mais, vous voyez, sans ce soutien-là, sans tout le système occidental derrière eux, les djihadistes et les nazis ukrainiens ne sont plus rien, fondamentalement. C'est juste en fait des barbus ou des tatoués qui en fait ont envie d'en découdre. Sont souvent assez jeunes, donc avec de la testostérone et puis c'est tout, quoi. Mais c'est en fait là ce que je voulais axer un peu mon développement là sur ces réseaux gladiaux, en fait dont finalement et surtout en quelque sorte pour attirer votre attention sur ce qui va se passer maintenant dans les mois et dans les années qui viennent, c'est que les nazis ukrainiens vont être redéployés en Europe occidentale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, là je lisais un article là, sur internet là, ce matin qui effectivement m'a assez convaincu. C'est-à-dire qu'en fait, la Russie aujourd'hui ne peut plus s'arrêter.
Voilà, parce que qui n'avance pas recule. Donc maintenant elle va aller jusqu'au bout, et elle va aller jusqu'au bout, c'est-à-dire en fait elle va prendre toute l'Ukraine. Parce qu'elle ne peut pas se permettre de laisser en fait une région en quelque sorte aux nazis ukrainiens et à leurs sponsors de Bruxelles, parce que ce serait un foyer de tension permanent. Donc elle est obligée maintenant, maintenant qu'elle a commencé le boulot, elle est obligée de le finir. Et donc en fait, bon, puisque, comme disait Poutine, nous voulons démilitariser, dénazifier. Donc en fait, bon, au début je me disais, ils vont peut-être quand même laisser la Galicie, la Galicie ukrainienne, la partie ukrainienne de la Galicie autour de Lvov, aux nazis ukrainiens, pour que, bon, voilà, ils aient en quelque sorte leur Disneyland, enfin leur zoo humain, quoi, voilà, ils pourront, écrire des bouquins ou, comme je disais, enfin ils ont des historiens, bon, qui réécrivent un peu l'histoire du monde, quoi, et dans leur vision, en fait, c'est l'Ukraine et le berceau de la civilisation humaine, en fait. Et donc, enfin bon, bref, ils ont le droit de s'amuser, enfin après tout, pourquoi pas. Mais je pense que c'est pas possible, parce qu'ils seront de toute façon, en fait, en quelque sorte, soutenus, maintenus en vie, mais enfin, vraiment, là, ce sera de l'acharnement thérapeutique, ils seront maintenus en vie de manière complètement artificielle par tout l'Occident, avant qu'il s'effondre, évidemment. Mais ça peut prendre encore 10 ans, 20 ans, quoi. Donc là, je pense qu'en fait, donc en fait, logiquement, en fait, alors soit effectivement, bon, comment dire, tous ces réseaux-là, en fait, enfin tous ces réseaux gladiaux d'extrême droite tombent en dépression et en fait ils décident finalement de retourner à la vie normale, quoi. Soit de toute façon ils vont être redéployés en Europe occidentale, donc on va les avoir, il va falloir se les taper, quoi. Donc faut être conscient de ça. Et en fait ils seront utilisés pour faire la police, en fait, mais pour faire la police, je dirais. Du système, c'est-à-dire en fait pour réprimer physiquement tous les antimondialistes. Et là, tous les gens dans cette pièce, a priori, sont antimondialistes, sinon vous ne seriez pas venus m'écouter. Bon. Et donc nous sommes tous, en fait, une cible aujourd'hui physique. En fait, non seulement pour les djihadistes, en fait, qui sont évidemment instrumentalisés entre le Proche-Orient et l'Europe, mais bon, c'est un peu passé de mode aujourd'hui. Et puis je pense qu'effectivement, de toute façon, quelque part, comme ils n'ont plus en fait le fantasme du califat, enfin de l'État islamique, bon, je pense qu'ils sont plus ou moins en dépression. Enfin, je veux dire, ça ne veut pas dire qu'ils prennent des antidépresseurs ou qu'ils vont chez le psy. Ça veut dire qu'en réalité, aujourd'hui, ils sont un peu en dormition, tout simplement parce qu'en fait, ils n'ont plus rien à faire, concrètement. Donc en revanche là, je pense que la tâche qui va être donnée aux chiens du système, sous la forme justement du régiment Azov redéployé en France, ce sera effectivement de persécuter tous les pro-russes entre guillemets. Bon, moi je peux pas, enfin à la limite il n'y a pas besoin d'être pro-russe parce qu'en réalité, moi je vais être qualifié de pro-russe alors que j'ai jamais mis les pieds en Russie, ça n'a pas de sens. Simplement le simple fait de ne pas être anti-russe vous range automatiquement dans la catégorie des pro-russes. Parce que quand on est en guerre, c'est souvent comme ça, tout est simplifié, et on est dans des schémas, binaires, manichéens, et avec une polarisation émotionnelle. Le but, parce que évidemment, quand on est dans la nuance, avec un troisième terme entre les deux ennemis, tout ça, en fait, en quelque sorte, ça oblige à réfléchir, ça pousse à réfléchir. Non, là, on est dans un vaste protocole de l'ingénierie sociale, de conditions des comportements pour que les gens se battent. Donc on est dans du dressage comportemental pour effectivement provoquer des réflexes conditionnés. Et là, il y a, chez certaines personnes, vous prononcez le mot Poutine, tout de suite. Enfin, je veux dire, voilà, ça provoque une transe, quoi, en fait. Et ce serait un animal, il se mettrait à aboyer, quoi. Enfin, voilà, donc voilà, et c'est comme ce que disait Thierry Messant, là, quand il était en Syrie, là, il a eu évidemment, il a un voisin qui a été égorgé par des djihadistes. Et en fait, ensuite on lui a dit ce qui s'était passé. Le type a été kidnappé par 2 mecs de Daesh ou d'Al-Qaïda, peu importe, et qui lui ont demandé, allez, dis que Bachar el-Assad est un chien. Et le type a dit non, c'est pas un chien, il a peut-être des défauts, mais c'est pas un chien. Résultat, ils lui ont coupé la tête. Mais voilà, donc c'est-à-dire qu'en fait, en fonction de vos repères personnels, donc voilà, Bachar el-Assad, ça induit immédiatement un réflexe conditionné d'agressivité, etc., etc. Donc voilà, il y a tout un tas de mots-clés comme ça, en fait, qui sont aujourd'hui diffusés dans les médias, et dont le but effectivement est de provoquer des comportements irréfléchis, mais des comportements d'agression, d'agressivité. Voilà. Donc nous sommes sur la liste des cibles. En fait, tout un chacun, toute personne dans cette pièce, quoi.
Oui, actuellement, le problème russo-ukrainien, est-ce que ce n'est pas le point de... Je parle pas si fort. Vous voulez que je me lève? Ça va pas du tout. En fait, est-ce que c'est pas le départ c'est une crise civilisationnelle? On va au-delà de... Il y a deux conceptions de la civilisation. Il y a les mondialistes et les souverainistes. Et les Russes se représentent avec leurs alliés, ou leurs alliés ponctuels chinois, brésiliens, indiens, présentent une vision tout à fait différente de celle qu'est l'Occident, dans lequel on a le malheur de vivre actuellement. Donc est-ce que ça ne va pas aller plus loin? Est-ce que ça peut s'arrêter uniquement à l'Ukraine? Oui, non mais en fait, il y a quelque chose dont on ne parle pas suffisamment à mon avis, c'est le LGBT. C'est-à-dire que, en fait, c'est le LGBT. Je crois que, en fait, ça fait partie de ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, parce que bon, il y a une volonté de puissance chinoise, c'est évident. Enfin, la Chine est un peu expansionniste quand même. Elle fait la guerre économique de manière assez efficace. Voilà. Mais le LGBT est absent en Chine. Enfin, ça n'existe pas. Ça ne fait pas partie finalement de l'expansionnisme chinois. Alors que c'est au cœur du dispositif de l'expansionnisme occidental, c'est-à-dire en fait mondialiste. De la même manière, l'immigration ou l'immigrationnisme, en fait, en gros, ce qu'on pourrait appeler le programme Kounov-Kalergi, voilà, il faut que ça tourne, ou alors le pacte de Marrakech. Là. Le pacte mondial pour des migrations sûres, ou pacte de Marrakech, c'est quoi? Un document d'une 40aine de pages fixant comme objectif commun d'améliorer la coopération en matière de migrations internationales, et ce, par une batterie de mesures allant de la collecte de données à l'accès pour les migrants à des services dits de base. C'est-à-dire, on va organiser l'immigration au niveau mondial pour en quelque sorte en fait et on va l'organiser de manière pacifique et positive pour tout le monde. Bon, ça effectivement donc cet immigrationnisme forcené et le LGBT sont totalement absents du logiciel chinois, y compris dans sa version expansionniste. Donc là il y a effectivement une rupture, enfin une vraie frontière en fait entre deux systèmes qui aujourd'hui cohabitent, un système en gros euro-atlantiste qui lui est en gros c'est l'Europe et l'Amérique du Nord quoi pour anglo-saxon. Anglo-américain, oui, enfin voilà, oui. Avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Oui, alors c'est essentiellement, alors le cœur nucléaire en fait de ce système, effectivement, c'est les Anglo-américains. Mais bon, après, enfin, je veux dire, on est dedans et puis, ça plaît beaucoup à beaucoup de gens aussi en France, en Allemagne, en Italie. En fait, nous ne sommes pas de tous, comme ça, nous sommes intégrés dedans aussi et avec, il y a une fabrique du consentement, je suis bien d'accord, mais qui a aussi la même sur les populations aux États-Unis ou en Angleterre. Donc en fait, oui, enfin donc on peut, il y a deux modèles civilisationnels effectivement là qui sont en train de se mettre en place, de se mettre sur pied. Avec l'un qui en fait est dans l'immigrationnisme LGBT et l'autre qui peut être effectivement, qui a des aspects assez grinçants et plutôt pénibles, parce que bon, avec le crédit social, bon, la Chine propose un modèle de contrôle social par la dictature informatique qui ressemble vraiment, qui nous introduit au transhumanisme, mais le transhumanisme à mon avis surdétermine encore tout ça. Parce que le transhumanisme est une logique transversale, parce qu'à partir du moment où vous consentez en fait à la compétition internationale, vous êtes de toute façon pris dans une sorte de course aux armements technoscientifiques qui à un moment ou un autre vous amène sur le transhumanisme. Donc en fait c'est quelque chose, le transhumanisme c'est ce qui met tout le monde finalement d'accord, ou pas d'accord. C'est ce qui en quelque sorte surdétermine toutes les divisions géopolitiques. Enfin, c'est transversal en fait. Ce que je veux dire, c'est que on pourrait se dire, moi je ne veux pas me satisfaire d'une division géopolitique tranquille entre l'Orient et l'Occident. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il y a autant de problèmes en Chine, sinon plus qu'en Europe. Et en l'état actuel des choses, je pense que, vu la manière dont le gouvernement chinois traite sa population, avec des reconfinements à répétition et la dictature informatique. Surveillé en permanence par des caméras
intelligente à reconnaissance faciale capable de mettre une identité sur un visage en temps réel. Les Chinois sont désormais aussi tous notés. 778 sur 950, 548 c'est moins bien, 748, un bon score. Pour ce faire, tout sera passé au peigne fin. Situation financière, habitudes de consommation, carrière professionnelle, jusqu'au comportement sur les réseaux sociaux. Critiquer le gouvernement sur Internet ou exhiber des signes extérieurs de richesse, mauvais score. En revanche, des louanges au parti ou un don de sang augmentera votre crédit social. La majorité des Shanghaïens restent confinés et la police y veille, avec drone parfois. Chers habitants, veuillez respecter les restrictions durant le confinement et veillez à contrôler vos désirs de liberté. Gare à tous ceux qui tentent de mettre un pied dehors. Les rues sont vides mais bien gardées. Sur cette vidéo, une personne est passée à tabac. Interdiction de sortir, certains immeubles sont même cadenassés, sans explication. Je suis devenu très sceptique sur la sympathie que j'avais pour la Chine à une époque, en fait, où je me disais, oui, voilà, au moins là, c'est un poids lourd démographique, c'est un poids lourd économique qui va peser, en fait, dans un sens pour... à une époque, j'étais assez eurasiste, en fait, dans le sillage d'Alexandre Douguin. Bon, là, depuis le coronavirus, je suis devenu un peu anti-chinois, enfin j'avoue, parce que franchement, alors autant en 2020, la Chine, quelque part, a réagi d'une manière un peu émotionnelle, enfin le gouvernement a fait un peu comme tout le monde, puisqu'il y avait une espèce de panique générale, ça on peut l'excuser. Ensuite, j'étais même finalement assez pro-chinois au mois d'août 2020, quand le gouvernement a organisé cette grande fête là dans une grande piscine, sans masque, sans distanciation sociale. On avait vraiment l'impression là que on pourrait dire que les réalistes au sein du gouvernement chinois avaient repris le contrôle de la situation et voulaient tourner la page et dire c'est bon, maintenant c'est terminé. La preuve, vous voyez, en fait, nous n'appliquons plus les mesures sanitaires en Chine. La preuve, on organise une méga fête à Wuhan, puisque c'est une fête qui a été organisée dans la ville d'où le virus est parti. Donc là, symboliquement, c'était un signe envoyé justement aux mondialistes en quelque sorte pour dire non, le Great Reset n'aura pas lieu chez nous. C'est terminé, on s'est fait avoir pendant 6 mois comme tout le monde, maintenant c'est fini. Mais le problème là, c'est que cette année, ils ont reconfiné et violemment. Et sans raison, sans aucune raison. Il y a beaucoup moins de raisons de confiner aujourd'hui qu'en 2020. Je veux dire, c'est donc là, à quoi ils jouent ? Voilà, à quoi ça rime tout ça? Alors on peut chercher des excuses effectivement en disant oui, mais en fait c'est finalement pour quelque part détruire l'économie. Enfin, c'est un acte de guerre économique. On en parlait à table tout à l'heure. Un acte de guerre économique, c'est-à-dire qu'ils consentent en fait à se couper une branche à eux-mêmes pour en fait frapper finalement l'ennemi dans un deuxième temps. Vous voyez, c'est des sortes de stratégies où en fait on consent à s'affaiblir soi-même sur un plan parce que en fait par effet papillon en quelque sorte, par effet de contamination, ça va affaiblir les occidentaux dans un deuxième temps. Ça c'est un calcul tout à fait possible. Ça c'est évidemment c'est rationnel même dans une certaine mesure. Mais bon, enfin je veux dire, voilà, à un moment faut être sérieux quoi. Faut arrêter ces conneries de masques et de confinement quoi. C'est même au prétexte en fait, même si c'est un acte de guerre économique camouflé, c'est-à-dire une opération psychologique. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est bon, stop, quoi. Je veux dire, 20 millions de Shanghaïais confinés, non, moi je veux pas que ça recommence à aucun prix. C'est du maintien de l'ordre aussi. Mais c'est carrément ça. Enfin, de toute façon, il y a des gens qui ont dit effectivement que si la Chine s'était lancée à corps perdu là, dans les mesures sanitaires, c'était aussi pour étouffer ce qui se passait à Hong Kong. Et de fait, il n'y a rien de tel que ça. Enfin, je veux dire, là, avec justement le consentement de la population et même, je pense, le consentement des insurgés eux-mêmes, une partie en tout cas, qui ont dû croire qu'effectivement, s'ils continuaient en fait à casser des carreaux dans la rue, de toute façon, à cause du virus qui circulait, eux-mêmes, de toute façon, allaient finir aux urgences, quoi. Donc il est certain que des gens au sein de l'État profond chinois, que même la majorité, je pense, savent très bien que c'est
une fiction globale, quoi. Et qu'ils utilisent ça pour des objectifs en fait de guerre économique ou de contrôle social à usage interne, mais ou les deux, oui, évidemment, oui. Mais bon, à un moment, je me dis bon, trop c'est trop, quoi. Enfin, c'est bon, quoi. Non, mais c'est un stratagème, hein. C'est un stratagème efficace parce qu'en fait, il y a très peu de gens qui vont oser contester un confinement sous prétexte sanitaire, mais dont le but est en réalité, tout simplement de mater une révolution intérieure à Hong Kong. Sinon ils vont tuer grand-mère. Hein ? Sinon ils vont tuer grand-mère. Oui. Oui, non, mais oui, c'est ça. Oui, juste le. Il y a... Oui, c'était en lien avec la question qui vient d'être posée sur le sujet de la Chine. Ouais. Si on écoute quelqu'un comme Valérie Bugeaud, par exemple, elle ne viendrait pas nous rendre la Chine un peu sympathique. Et moi, je suis comme vous, quand on voit la politique sanitaire qui est menée en Chine, ça rend le pays exécrable. Et justement, c'est plutôt un modèle d'une culture qui nous menace, moi, j'aurais l'impression. Et alors, mais vu que c'est l'allié majeur de la Russie dans ce conflit géopolitique qui se profile, et en lien avec la question sur le Covid, voilà, que dire est-ce que les patriotes français et européens doivent voir dans la Russie un allié quand on voit d'une part qu'elle est alliée à la Chine communiste et ultra-totalitaire, et d'autre part, sur le Covid, elle ne semblait pas avoir les mains entièrement libres, puisqu'il y a quand même eu des masques, puis il y a des histoires de caméras de vidéosurveillance, etc., qui se répandent aussi dans les villes. Alors en fait, bon, là justement, à partir du 24 février, ils ont tout arrêté. Hein, en Russie. Ensuite, bon, moi la question que je me pose, en fait, c'est pas est-ce que je dois m'allier à la Russie. C'est pourquoi on me demande de m'allier à l'Ukraine. C'est ça en fait, le point de départ de ma réflexion en février 2014, enfin même dès janvier quoi en fait, parce que c'était un lavage de cerveau sur ce qui se passait à Kiev, c'était voilà, vous devez être, il y avait une sorte d'impératif catégorique, vous devez être avec les révolutionnaires. Et si vous n'y êtes pas en fait, bon vous êtes un salaud, vous êtes pro-Poutine, etc. Ce n'est pas seulement par lâcheté que nous n'avons rien fait. C'est parce que les démocraties ont en leur sein une cinquième colonne, le plus souvent soudoyée par le Kremlin, qui reprend mot à mot sur les réseaux antisociaux, avec les milliers de faux comptes, de trolls et de bots pilotés depuis Moscou, sur les radios et télé, RT, Sputnik et hélas d'autres, la propagande de Poutine. L'Ukraine n'existe pas, elle est dans la sphère russe, ses dirigeants sont des nazis. Vladimir Zemmour, Joseph Vissarionovitch Mélenchon et Anastasia Le Pen sont depuis longtemps les généraux en chef de cette cinquième colonne. Mais leurs dernières déclarations atteignent des sommets. Mélenchon le 18 janvier dernier, qui ne ferait pas la même chose avec un voisin pareil, un pays lié à une puissance qui les menace continuellement. Le Pen, mon point de vue sur l'Ukraine coïncide avec celui de la Russie. Zemmour, il faut arrêter de faire de Poutine l'agresseur, c'est Poutine l'agressé. Poutine est l'allié qui serait le plus fiable. Depuis que tout le monde a compris leur mensonge, ils ont réinventé le « oui mais ». Ils condamnent, car ne pas le faire serait un suicide électoral, mais ils ne changent pas d'avis, tout est de la faute de l'Occident, surtout pas de sanctions et attention à la Troisième Guerre mondiale. Mélenchon, jeudi dernier, continue ses bobards, je n'ai jamais soutenu Poutine, jamais. Donc moi c'est vraiment la question que je me pose, pourquoi on me demande d'être allié de l'Ukraine et au-delà de ça, donc d'être ennemi de la Russie. C'est ça en fait mon problème. Ensuite, bon effectivement, dans un deuxième temps, je comprends pourquoi on me demande ça, parce que je vis à l'intérieur d'un système qui est, mondialiste, oui, et donc avec une composante fortement LGBT, qui domine, c'est une minorité active qui a pris le contrôle de la société, en France, en fait, et puis dans toute la zone euro-atlantiste, mais pas en Russie. Voilà, on comprend aussi l'antagonisme géopolitique qui se met en place et qui exige que nous soyons ennemis de la Russie parce qu'en fait elle arrive en fait à garder le contrôle sur les minorités sexuelles. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas pris l'ascenseur du pouvoir pour arriver tout en haut de la hiérarchie et imposer leurs caprices et en fait leur vision du monde en fait selon le principe des minorités actives. Donc ce ne sont pas des minorités actives qui dirigent en Russie. Donc de ce point de vue-là, ça me paraît plus sympathique, tu vois, parce que je me sens mieux représenté, tu vois, par quelqu'un qui vient de la majorité, tu vois, que par quelqu'un qui vient d'une minorité active, comme Macron en France, par exemple. Enfin,
Donc enfin voilà, après il y a des affinités, mais ça veut pas dire que je pense qu'il faut être allié de la Russie. Je vais même pas jusque là. Je me dis simplement, j'ai plus d'affinité avec les élites russes aujourd'hui qu'avec les élites euro-atlantistes. Enfin, qui sont en fait une idiocratie en réalité. Enfin, c'est même pas c'est des élites, oui, certes, parce qu'elles sont au pouvoir. Mais bon, elles sont au pouvoir justement parce que, en réalité, quand ce sont des femmes, elles réussissent grâce à la parité, mais en fait, elles sont nulles concrètement. Enfin, je veux dire, si Anne Hidalgo et Valérie Pécresse ont fait des contre-performances électorales, c'est en fait pourquoi ? C'est parce qu'elles sont montées, parce que c'était des femmes, c'est tout. Voilà, et qu'il fallait, en gros, la mode féministe fait que, voilà, si vous êtes une femme, vous avez plus de chances de réussir aujourd'hui que si vous êtes un homme, à compétence égale. C'est-à-dire que la parité, en fait, n'est pas une parité, c'est la discrimination positive. Et là, la discrimination positive, c'est un peu, en quelque sorte, l'algorithme qui fait monter automatiquement certaines personnes au détriment d'autres qui sont donc à compétence égale. Eh bien, la discrimination positive, manifestement, n'existe pas en Russie. On prend l'ascenseur social, du moins on monte dans les hiérarchies de l'état profond, parce qu'on travaille, et c'est tout. Et on voit le résultat. Enfin, je veux dire, on a affaire à des gens, que ce soit Poutine ou les deux Sergueï, Shoigu et Lavrov. En fait, on a affaire à ce qu'on appelle des réalistes en géopolitique, des pragmatiques. Enfin, ils voient quelque chose, ils cherchent des solutions concrètes, etc. Ils ne sont pas dans l'idéologie. Parce que l'idéologie, c'est toujours au service d'une minorité active. Souvent, en fait. Ça sert, en fait, à fabriquer le consentement aux discriminations positives. Pour que la majorité ferme sa gueule, en fait, on la culpabilise d'être majoritaire pour qu'elle laisse passer devant elle, justement, des gens issus des minorités à compétences égales et parfois même, en réalité, avec une asymétrie de compétences. C'est-à-dire que ce sont des incompétents ou incompétentes issus de minorités ou issus de la gente féminine qui vont passer devant des gens compétents mais qui ont le malheur d'être hommes ou femmes, mais femmes blanches, hétérosexuelles, de culture chrétienne. Et là, on va faire passer, on fera passer quelqu'un qui sera issu d'une minorité devant une femme française autochtone, mais compétente. De toute façon, tout ça, je veux dire, vous le savez déjà, je vous apprends rien, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que tous ces mécanismes-là, de décomposition, en réalité, du corps social, en fait, qui sont des mécanismes d'ingénierie sociale, c'est-à-dire de réécriture de la société, de transformation de la société, au bout d'un moment, en fait, c'est contre-productif. C'est-à-dire que ça se retourne même contre les ingénieurs sociaux. Mais toute cette cuisine parfaitement infecte qu'on subit en France depuis les années 60, en fait, manifestement, n'existe pas en Russie. Et en fait, elle essaie de s'implanter, je connais bien le cas polonais, elle essaie de s'implanter en Pologne, elle essaie de s'implanter partout, dans tous les pays de l'ancien bloc, en Hongrie, voilà. Justement, l'un des principaux sponsors, c'est Soros, mais Soros s'est fait virer de Hongrie par son ancien, son compatriote en quelque sorte, puisque Soros est d'origine hongroise. Il s'est fait virer par Orban. Pas que d'origine hongroise. Oui, sur le plan, au niveau national, je veux dire. La guerre en Ukraine et le jeu de l'OTAN et des envois américains a donné le beau rôle à Erdogan, et c'est là que c'est terrible pour nous, parce que la Turquie maintenant va régner en maître dans toute cette région pour des raisons évidemment géopolitiques, et surtout n'oubliez pas qu'Erdogan avait agité la menace immigrationniste il y a des années, et qui continue d'ailleurs tous les jours que Dieu fait. Il continue avec la Grèce, il continue avec la Bulgarie, il continue à exercer des menaces, et ça, je crois que c'est quand même terrible. Et malheureusement, peut-être que l'invasion russe a aussi été pour quelque chose dans cette résurgence d'Erdogan qui joue sur les deux tableaux et qui exerce des menaces aussi bien du côté russe que du côté occidental. Et je crois que c'est terrible pour nous. Oui. Et s'agissant également, alors tout à l'heure vous parliez
vous parliez des mesures en Chine, etc. Ce matin, quand même, n'oubliez pas qu'en France, on agite maintenant la plaisanterie de la variole du singe. Et en recommandant aux gens de mon âge, par exemple, de nous faire vacciner, parce que et aux populations à risque. Alors évidemment, encore une fois, c'est les minorités LGBT qui se plaignent d'ailleurs maintenant d'être mises en cause dans ce phénomène, puisque cette variole serait transmissible comme le sida, quoi. Enfin, c'est comme le sida, en fait, ne toucherait que les communautés homosexuelles, le mal. Nous voilà prévenus. Le monde connaît la résurgence d'une maladie qui était apparue dans les années 70 en Afrique essentiellement. Aujourd'hui, la vitesse de propagation de la variole du singe inquiète l'OMS. Alors que le virus semble s'attaquer principalement aux hommes homosexuels pour l'instant, la vaccination cible donc en priorité ces publics-là, comme ici à Paris. J'ai compris que j'étais un public à risque puisque c'est les associations, notamment LGBT, qui ont transmis le message avant le gouvernement. Donc j'ai bien compris qu'on était les premiers touchés par cette maladie. Donc oui, pour moi c'était important de me faire vacciner. Oui, bah, ça, je n'ai pas tout suivi, mais enfin bon, là, je pense qu'avec depuis 2020, on a basculé dans une espèce de dictature sanitaire généralisée, et en fait, dont le but est de nous rendre hypocondriaques, parce qu'en fait, c'est un levier en fait d'action psychologique sur les gens. En fait, la peur en général, hein, et évidemment, en fait, c'est bien la raison pour laquelle Madame, la personne qui nous sert du Premier ministre, s'est entourée d'un directeur de cabinet qui est issu de l'ARS, donc des agences régionales de santé, et dans son équipe, dans son entourage immédiat, et qu'on a pris M. Braun, qui est un syndicaliste, un médecin syndicaliste, pour cornaquer la santé. Non mais ça c'est le nouveau paradigme. Ça, c'est la nouvelle. C'est ça qui fait très peur aux vulgum pécus et aux gens qui sont sans défense et qui ont peur, alors qu'il s'agisse des gens âgés ou des gens d'ailleurs beaucoup plus jeunes qui quelquefois ont une trouille bleue du virus. Alors qu'après ils ne prennent aucune précaution dans les minorités LGBT ne prennent aucune précaution dans un certain domaine et vont avoir une trouille bleue du virus. Et en fait, plus généralement, en fait, Jacques Attali parlait de ça là, dans un entretien de 1981, dans un livre intitulé L'avenir de la vie. C'est un livre collectif où il y avait plusieurs contributions, dont la sienne, où il disait l'avenir, en fait, ce sera, l'avenir du contrôle social en quelque sorte, ce sera l'autosurveillance sanitaire. C'est-à-dire qu'il faut nous devons tous devenir complètement hypocondriaques, complètement paranoïaques et obsédés de surveiller en fait notre santé à chaque instant, notre état physique, avec surveiller notre pouls, etc. avec des montres qui prennent les pulsations, les ce genre gens de qui choses. surveillent leur pas, qui comptent leur pas sur leur portable et tout ça. Enfin, c'est effrayant. Voilà, et parce que en fait, ça permet évidemment de prendre le contrôle total de votre corps. Au-delà du contrôle de votre esprit, enfin là, faut se replonger un petit peu dans Michel Foucault et Giorgio Agamben qui poursuit l'œuvre de Foucault sur le concept de biopouvoir. Aujourd'hui, le but c'est pas simplement de contrôler vos esprits, c'est de contrôler votre corps, et même l'intérieur de votre corps. On va vous surveiller de l'intérieur, comme dirait Yuval Harari. Et pour ça, il faut effectivement que tout le monde soit mort de trouille à chaque instant de choper un virus en sortant dans la rue. Et quand on voit le nombre de gens qui portent des masques maintenant, c'est devenu effectivement, c'est entré dans les mœurs. Qui reportent des masques. Comment ? Qui portent des masques à nouveau. C'est effrayant, on le voit. Enfin à Toulouse, on le voit à Paris, on le voit. Ah oui. Et donc c'est censé devenir la nouvelle normalité, le nouveau monde dans lequel nous devons vivre. C'est un monde en fait de peur permanente de sortir de chez soi et de tomber malade. Nous devons tous être terrorisés à l'idée de tomber malade. Nous devons penser à notre santé à chaque instant en permanence. Et parce que c'est le meilleur moyen, effectivement, finalement, au bout d'un moment, de remettre les clés, finalement, de notre physiologie et de notre santé à des experts. Et donc, en fait, ça consiste à fabriquer le consentement, notre consentement à notre aliénation totale. Non seulement par le spectacle ou par le marketing, mais aussi par la peur de tomber malade.
ça doit devenir permanent. Après la peur des attentats terroristes, non, maintenant nous devons être tous mortifiés à l'idée de tomber malade. C'est-à-dire, l'insouciance est terminée, quoi. Voilà, nous devons, le nouveau monde, c'est le monde des hypochondriaques. Donc il faut refuser ça évidemment en bloc. Effectivement, cette espèce d'hypochondrie généralisée, on la voit moins développée, effectivement, dès qu'on passe l'ancien rideau de fer. C'est-à-dire parce que on a affaire à des populations peut-être un peu plus rustiques, qui se prennent moins la tête, moins tertiarisées. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est la tertiarisation, quoi, de la société, c'est justement, en fait, c'est en gros c'est ce qui nous éloigne de la nature. Ce sont des métiers qui sont essentiellement, les métiers du tertiaire, et un peu désincarnés en quelque sorte. C'est tous les métiers de l'informatique ou du journalisme, des médias, etc. Donc en fait, ça c'est vrai que l'Occident est en voie de tertiarisation, de désindustrialisation accélérée depuis les années 60-70. Mais c'est quelque part, les pays de l'ancien bloc communiste ont été protégés en quelque sorte pendant 2-3 générations, pendant toute la guerre froide, quoi, en fait. Par la société du spectacle et de consommation qui a un certain nombre en fait, de conséquences directes et indirectes, dont la tertiarisation, c'est-à-dire la fragilisation psychologique et physique des populations. Et cette fragilisation, pour le pouvoir, c'est quelque chose d'extrêmement efficace. Il faut entretenir une fragilité dans les populations, parce que en fait, c'est le meilleur moyen de les contrôler. De diverses façons, évidemment. Quand vous êtes fragile, vous êtes en demande de force, et donc l'État peut arriver, ou les multinationales, et vous proposer des solutions, leurs solutions, pour vous protéger contre tel ou tel virus. Sans compter il y avait une question. Oui. Pompage, etc. D'idées sur les solutions, les élections comme solution à ce problème de Covid, en fait, parce que pour le Covid, on a bien vu qu'il y a une énorme manipulation de masse qui s'est réalisée. Et comment on peut sortir de nos problèmes antimondialistes grâce aux élections qui sont complètement manipulées par les médias. Mais je veux dire, là, on a une percée du FN avec 90 députés, on peut s'en réjouir, je pense. Mais est-ce que... Je voulais savoir ce que vous en pensez. En fait, il faut regarder les partis, il faut regarder le résultat des votes sur le pass sanitaire en 2021 et en 2022. Et là, on a des surprises. C'est-à-dire que le RN n'avait pas de groupe, donc il n'y a même pas à regarder, puisqu'ils étaient dans la catégorie non inscrits. Mais il y avait des votes individuels. Les votes, oui, mais ils étaient tous contre. En fait, les gens. Non, il y avait des votes individuels, sauf Madame Ménard qui votait pour qui elle ne votait pas. Oui, mais elle n'est pas au RN. Mais elle n'était pas au RN. Ouais. Mais en revanche, effectivement, LFI a voté comme un seul homme à chaque fois contre, mais 100%. Merci. Ensuite, LR était majoritairement contre. Donc c'est quand même un groupe sur lequel on peut s'appuyer, sur lequel on peut compter à l'Assemblée nationale. Sachant que Bruno Retailleau, qui est le chef du groupe LR au Sénat, a dit publiquement qu'il était très déçu par le pass vaccinal, que finalement ça ne marche pas, et qu'il arrête, il avait l'intention d'arrêter de soutenir ça sur le plan législatif. Donc là, il y a une évolution positive de LR, sur la base d'un état de fait qui lui-même était déjà plutôt encourageant, puisque à chaque fois ils ont voté en majorité contre. Donc c'était du style 30-20, parce qu'ils étaient une cinquantaine. Donc 30 contre, 20 pour, voilà, c'était à peu près ça. Le PS s'est mitigé aussi. On s'attendrait à ce que le PS soit totalement décomposé, totalement mondialiste, en fait non. Mais bon, c'est un vieux parti qui a une vraie tradition, je veux dire qui a un siècle. Donc là, il y a, je dirais, des gens qui ont certainement travaillé, qui sont quand même, qui sortent pas. En fait, c'est pas n'importe qui. C'est pas le mondialisme à l'état chimiquement pur. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des vieux élus, des vieux députés qui.
gauche chevènementiste, un peu la branche chevènement. Oui, voilà, bon, mais donc en fait entre Benoît Hamon qui incarne le Parti socialiste, enfin ou Anne Hidalgo, en fait là, dans sa dimension purement mondialiste, et puis des vieux députés, des vieux socialistes, je dirais de tradition Jean Jaurès, etc. Bon, enfin, voilà, mais donc là le PS s'est mitigé. Pardon ? Et les Verts ? Les Verts, non, les Verts sont mondialistes, hein, mais complètement. Enfin, mais pour le pass. Ah oui. Ils sont majoritairement pour. Hein. Voilà. Pas tous, c'est pas totalement homogène. Aussi, sauf Madame Vonner, sauf la députée. Oui, les REM, oui, là aussi c'est là. Voilà. Mais bon, avec les nouveaux équilibres en fait, qui sont issus là des législatives, bon, on peut espérer un blocage à l'Assemblée et au Sénat. Par le 49.3. Qui passera par le 49.3 et oui, mais ça, un coup de 49.3 et puis voilà. Oui, mais alors ça, c'est d'accord, mais là, c'est se tirer une balle dans le pied. Enfin, on peut pas faire un mandat entier sur le 49.3. Enfin, on peut pas gouverner par le 49.3. Mais bon, il y en a là, bien un qui a gouverné avec l'article 16. Oui, l'article 16, ça suffit. Bon, l'article 16, c'est... Mais je veux dire, en fait, malgré tout ça, en fait, ok, je suis d'accord, mais bon, le pouvoir ne peut pas tout se permettre malgré tout. Et là, on voit bien que, par exemple, le masque, on nous dit, le masque n'est pas obligatoire, il est fortement recommandé. Bon, c'est une victoire. Il y a eu une victoire aussi contre Nice, parce que Nice avait exigé le port du masque dans toute l'agglomération, l'agglomération et la communauté de l'agglomération, et le conseil... il y a une tribunal qui est tombé. C'est pas la préfecture. C'est la préfecture. Je vous propose de continuer à discuter, mais en même temps, on va boire l'apéro. Très rapidement. Allez, merci à Lucien.